Bonjour, donc merci Ariel pour m'accueillir ici. Donc effectivement, fin de journée un peu difficile. Je vais essayer de vous emmener quand même discuter standardisation. Je sais que c'est ennuyeux et en milieu d'après-midi, ça va être un peu difficile. La standardisation pour l'interopérabilité. Et en particulier sur ce que l'on peut faire auprès de l'ETSI, qui est l'organisme européen de standardisation des télécommunications. Avant ça, me présenter, donc Franck Le Gall, effectivement, donc au quotidien, donc je suis directeur général chez EGM, on fait des solutions IoT et plateformes de données pour les territoires. Mais si j'étais invité aujourd'hui, c'est parce que je suis aussi, on va dire dans le temps libre qui me reste, président du comité de normalisation ISG SIM auprès de l'ETSI. Et c'est un comité qui s'occupe de spécifier la norme NJ-SAILD que Loïc a mentionné ce matin, que vous avez peut-être déjà croisé ici et là dans différents documents et rapports. Alors d'abord, je vais reposer la question, pourquoi l'interopérabilité? Ça peut sembler évident, mais voilà, on a entendu plusieurs fois casser les silos. C'est vrai que souvent, si je prends l'exemple assez classique, qualité de l'air intérieur dans les écoles, beaucoup de territoires ont investi dans des solutions. Puis il faut relancer le marché ou équiper un autre groupe scolaire. Et je vais être avec une autre solution où la société vient avec ses capteurs et son tableau de bord à la fin, qui va me coincer, on va dire, dans une solution effectivement verticale fermée, alors que c'est finalement quelque chose d'assez simple. C'est un capteur qualité de l'air que je peux gérer d'un côté. Ce sont des tableaux de bord de l'autre, avec des alertes, éventuellement un peu de calcul, l'indice icône, des choses comme ça, mais enfin rien d'extraordinaire. Et donc l'idée, c'est vraiment de casser les silos et se dire, je sépare les sujets, les capteurs, les sources de données d'un côté, l'usage des applications de l'autre. Voilà, ça c'est une des premières raisons. Et quand je commence à faire ça, je peux commencer aussi à penser multimétier. C'est-à-dire qu'un capteur CO2 dans une école, ça va me dire est-ce que le bâtiment est occupé, pas occupé. Et cette information-là, croisée avec ce que fait le service des bâtiments, savoir s'il doit chauffer ou pas l'école, et si tout est bien aligné, on commence à croiser les données en partageant effectivement ces informations capteurs. On parle de casser les silos effectivement sur un service, sur une collectivité, mais de plus en plus aussi entre collectivités. On travaille par exemple sur la thématique de l'eau et se dire effectivement au niveau d'un bassin versant, je vais avoir beaucoup de collectivités, d'organismes qui vont vouloir partager les données. Et si je veux avoir une vue globale en termes de disponibilité, de production, d'usage de l'eau, il va falloir que je partage mes informations. Et c'est là où j'ai besoin d'avoir une interopérabilité maximale entre mes interfaces. Aussi, quand je suis interopérable, le code qui est développé est réutilisable. Et donc, ça évite de réinvestir à chaque fois dans du nouveau code. Et typiquement, quand on va penser M application, N source de données, il me faudra, si je veux que tout puisse croiser M par N connecteurs, si je suis capable de dire il me faut une interface unique pour échanger, déjà, je me facilite le travail. Ce matin, on avait une présentation USEDA qui a dit nous, pour nos bâtiments, on s'appuie sur BACnet. Voilà, ils ont défini une interface et à partir de là, ça simplifie beaucoup la mise en œuvre. Donc ça permet au global d'avoir une gestion plus cohérente du territoire. Alors je ne vais pas parler d'interopérabilité technique, sémantique et ainsi de suite parce que c'est toujours un peu complexe. Je vais essayer de le faire de manière plus illustrée. Et comment, ça veut dire quoi finalement être interopérable quand on doit vraiment le mettre en œuvre? L'interopérabilité, c'est objectif au départ, c'est se comprendre. Donc j'ai un message que je vais vouloir transmettre à un destinataire. Pour ça, première question, c'est effectivement le message que je veux, c'est un secret que je veux lui dire, ou est-ce que c'est quelque chose de public, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ou j'ai pas un niveau de sécurité, on va dire c'est l'open data ce que je fais, quoique c'est restreint à l'événement, mais ça peut être aussi un niveau de confidentialité plus restreint. Donc là, une des premières questions, c'est effectivement cette partie sécurité. Comment je la gère? La deuxième, une partie contractuelle. C'est-à-dire que si vous recevez le message, c'est que vous êtes d'accord quelque part, il y a eu un accord. Alors, je n'ai pas signé avec chacun d'entre vous, mais j'étais invité ici, vous êtes venu ici, donc on est d'accord, il y a ce contrat qui existe, et ça existe. Dès que vous voulez partager une information à quelqu'un, vous avez un accord tacite pour le faire. Enfin, vous avez un accord pour le faire. Après, comment je transfère mon message? Alors souvent, on va entendre parler de JSON, de XML, des choses comme ça. C'est comment je structure mon message. Ici, j'ai le choix. Est-ce que c'est un message audio, un message écrit, un message vidéo? Donc ça, c'est une première façon de choisir aussi comment je vais envoyer ce message. Après, dire que je l'envoie en audio ne suffit pas. Je peux très bien le faire en direct comme je fais là, mais j'aurais pu faire un enregistrement et vous l'envoyer sur WhatsApp aussi. Ça aurait été un message audio, mais à travers un chemin différent.
Donc là, c'est typiquement quand on parle de HTTP, MQTT, c'est comment je transporte mon message. Donc là, c'est encore une autre couche d'interopérabilité. Là, je vous parle en français, et dans un français que j'espère qui est compris. On a une grammaire commune, donc c'est un autre niveau d'interopérabilité. On est d'accord sur cette grammaire, cette langue que l'on utilise, mais ça ne suffit pas. Il faut utiliser des mots et donc un glossaire, une sémantique qui soit compréhensible de tous. Si vous avez des ados, quelquefois, ils me parlent français, mais je ne comprends rien à ce qu'ils me disent. J'ai récupéré un certain nombre de mots de mes filles ici. Voilà. Donc, il faut être d'accord aussi sur la sémantique, donc les mots que l'on va véhiculer. Donc ça, c'est encore un autre niveau d'interopérabilité. Et au final, tout ça, c'est bien joli, mais c'est pour quelle action? Et quel résultat? Qu'est-ce que l'on veut faire au final? Donc, c'est tout ça qui sont des couches différentes et à chaque fois, des standards que l'on va réfléchir pour vraiment faire une interopérabilité. Et donc au global, c'est quelles données, et si je vais à la fin, pour quelle application? Ça, j'y reviendrai, c'est important de se dire qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi mon objectif dans mon échange. Et une fois que j'ai ça, je peux réfléchir à mes différentes étapes, quel cadre contractuel, quel niveau de sécurité, quel moyen de transmission de la donnée, quel modèle de données. Voilà, donc ce n'est pas une réponse, il y a beaucoup de choses qui vont s'empiler. Dès qu'on veut parler interopérabilité, c'est beaucoup de couches qui vont s'empiler. Alors ça, de manière moins illustrée, ça a été repris typiquement par l'OASC. L'OASC, c'est un groupement de villes, Open and Agile Smart Cities, en Europe, qui s'est dit il nous faut définir tous ces mécanismes minimums d'interopérabilité pour pouvoir échanger au niveau d'une ville, d'un territoire. Et ils ont découpé ce que je vous ai présenté avant en différentes couches. La première, c'est l'information de contexte. Alors c'est comme très orienté IoT, applicatif, on n'est pas sur les couches basses. Et ils ont dit, ici, on va définir un standard qui est le fameux NGSALD dont Loïc a mentionné ce matin et sur lequel je vais m'étendre un peu plus. C'est une base. Mais dessus, comme je vais vous le montrer, ça ne dit pas effectivement quel vocabulaire j'utilise. Ça ne dit rien sur la sémantique des échanges de données. Donc là, ils disent, en deuxième couche, il nous faut des modèles de données. Et là, ça commence à devenir plus confus parce que des modèles de données, il en existe beaucoup. Il y a Schema, il y a Smart Data Model, il y a SAREF, il y a Data.gouv. Il existe beaucoup de modèles différents. Lesquels sont à utiliser, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez faire, encore une fois, de vos usages. On pourra en reparler. Mais j'invite effectivement, où je soulève la question, est-ce qu'on a besoin de modèles de données entre territoires au niveau français? Parce qu'il existe un certain nombre de modèles. Si je prends le cas de l'eau, encore une fois, le modèle Sandre, par exemple. Voilà, on travaille sur le Sandre en NGSALD. Voilà, ça vaut le coup peut-être de le partager et donc avoir une approche effectivement sur les standards que l'on utilise au quotidien, partagés dans ce contexte. Voilà, et si on continue, je ne vais pas tous les faire, mais le MIM3 qui s'occupe des marketplaces, alors quand on le lit, c'est aussi les espaces de données européens, mais c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore que de rentrer dans cette direction, donc je ne vais pas y entrer aujourd'hui. Et le MIM7 qui est intéressant puisque c'est le Places, donc c'est tout ce qui est information géographique. Et typiquement, ce sont les interfaces OGC, API OGC, le WFS, ce genre de choses que l'on croise dès qu'on fait du SIG. Voilà. Et les autres vont s'intéresser à tout ce qui est confiance dans les modèles d'IA, RGPD et ainsi de suite. Mais c'est trop pour aujourd'hui. NGSALD, donc je vais rentrer un peu plus, désolé, un petit peu dans le côté plus technique. Alors le LD, je l'ai mis en rouge, c'est important, parce qu'il y a effectivement différentes versions de NGSI qui existent dans le temps. Il y a eu du VR1, il y a du V2 qui existe chez Telefonica, et il y a du LD qui est celui qui est normalisé par l'ETSI. LD, c'est pour Linked Data. Ça veut dire qu'on s'appuie sur le web sémantique, donc on crée des liens entre les données. L'intérêt, c'est d'être capable de construire un graphe de connaissances qui va pouvoir évoluer, être flexible pour représenter les territoires. Ce qui veut dire que quand on va commencer à faire ce modèle, on peut démarrer petit et puis on va le faire grossir en fonction des besoins. Il n'y a pas besoin de réfléchir dès le départ le gros modèle. Non, on le fait évoluer en fonction du besoin. Comment ça fonctionne? Sur un territoire, on va avoir des entités, ce qu'on appelle aussi entités NGSALD. Ça peut être aussi bien une personne, une voiture, un magasin, un pylône de télécommunications. Et chaque entité a des propriétés qui peuvent être statiques, ce qu'on va souvent appeler des métadonnées, ça peut être une adresse, ou dynamiques, comme la vitesse d'un véhicule à l'instant T, ou la température d'une pièce, ou ainsi de suite. Et derrière, c'est là que le Linked Data intervient, on crée des relations
entre ces différentes entités. Et donc, on va pouvoir dire que telle personne est propriétaire de tel magasin ou que telle caméra est rattachée à tel pylône. Voilà, donc c'est comme ça que se construit le modèle. Et sachant que NGSALD ne va rien dire sur le métier. Donc, ne va pas dire une caméra, c'est ça, ne va pas dire une pièce, c'est comme ça, non. Ce que va dire NGSALD, c'est juste comment je vais représenter mes informations temporelles, géospatiales et le lien entre elles. Donc ça me donne la base pour échanger. À partir de là, je peux faire des relations vers des systèmes extérieurs, que ce soit vers du multimédia, vers un flux vidéo, mais je ne vais pas récupérer le flux vidéo dans mon système NGSALD, ou faire un lien vers du BIM. Mais je n'ai pas vocation, NGSALD, à aller faire du BIM. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir cette interface d'échange multimétier qui peut se connecter à différents écosystèmes sans aller les remplacer. On ne veut pas faire du SIG typiquement ici. Par contre, encore une fois, construire ce graphe de connaissances, ça fait partie des modélisations de données les plus avancées qui existent et ça va permettre d'aller parcourir le graphe, d'aller faire des recherches dedans. Si vous pensez réseaux sociaux, par exemple, sont basés sur ces technologies-là. Quand vous faites une requête sur votre GPS pour savoir quel est le chemin le plus court, c'est un algorithme de graphe qui va tourner derrière. Donc à partir du moment où on a les données ici, on peut aller très très loin dans l'usage des données. Pour l'illustrer, ce que ça peut représenter sur un cas très simple d'une remontée de capteur. Donc je vais prendre un capteur, là c'est un SenseCap, un capteur qui fait la mesure d'humidité de sol, connecté en LoRaWAN, mais ça peut être n'importe quelle technologie. Voilà la trame, je ne sais pas s'il y a un pointeur ici, voilà, ça ressemble à ça, ce qui est remonté par le capteur. Ça c'est spécifique au vendeur, au fabricant du capteur, qui a optimisé sa trame pour qu'elle prenne le moins d'espace possible et soit transmettable sur du LoRa. Ce n'est pas exploitable vraiment en l'état. Donc une fois que je reçois ça, il faut que je la décode. Et à partir de là, je vais avoir un décodeur et si je veux travailler en NGSALD, il faut que je décode vers du NGSALD. Donc là, par exemple, on a initié un catalogue de décodeurs qui va aller directement d'une trame LoRaWAN vers un modèle NGSALD. Donc je commence à rentrer dans le métier. Ce n'est pas des choses dans la côté ici. Ça, c'est vraiment des choses qui sont dans l'écosystème ouvert qui va avec ces standards pour aller pouvoir faciliter le décodage des trames. Ça va ressembler à ça. Alors, je suis désolé, effectivement, c'est pas très joli, mais une valeur NGSALD, ça ressemble à ça. Et donc, on va avoir dedans un certain nombre de champs. On voit en bleu ici, c'est la spécification qui nous dit ça. Ça doit avoir un identifiant, un type. Donc, ça va nous dire c'est quoi le type d'entité. Donc, dans le cas présent, c'est un device, un objet. Et on doit avoir des champs de propriétés. Donc, j'en ai un qui s'appelle nom, un qui s'appelle humidité volumétrique, et ainsi de suite. Donc ça, c'est défini par l'utilisateur. Tout ce qui va être en rose ici, c'est l'utilisateur qui le définit. Donc, j'utilise ma spécification de base, ici, et je définis mes propres noms. Et donc, le travail qui est à faire quand on fait avec du NGSALD, c'est vraiment définir ce modèle de données et dire, mon capteur, quelle valeur, comment je vais appeler les valeurs qu'il va échanger. Donc, la spécification ne dira rien là-dessus. Ce qu'elle dit par contre aussi, c'est voilà, une valeur s'appelle value. Elle définit, assez important, une méthode de représenter les unités de mesure. Dès qu'on va avoir de la mesure de capteur, toutes les physico-chimiques, comment je les représente. Et typiquement P1, ça veut dire que là c'est un pourcentage. 19,45, c'est que c'est un sol qui est très sec, il va être temps d'arroser typiquement. Et le observe date, qui est parce qu'on construit des séries temporelles, parce qu'effectivement, cette interface est faite pour aussi gérer l'historique et pouvoir aller assez facilement chercher des données historiques. Et derrière, tous ces trames NGSALD peuvent aller ce qu'on appelle le context broker dans la spécification. En français, on l'appelle nous plutôt cœur de données, qui va être capable de stocker ces entités et d'offrir une interface pour aller interagir. Et l'interface, comme je le montrais tout à l'heure, est assez avancée, puisqu'on peut faire effectivement, donne-moi la dernière valeur, donne-moi la moyenne de ces valeurs sur la semaine, je peux faire mixer avec du géo, donne-moi la moyenne des valeurs de température sur ce périmètre géographique, ou peut fournir aussi des fonctions d'alerte. Notifie-moi si la valeur dépasse tel seuil, ou notifie-moi si ce véhicule se rapproche de tel point, à moins de 10 km par exemple. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont définies dans l'interface, dans cette spécification qui va assez loin. Et je ne rentre pas dans les détails là-dedans non plus, mais ça permet de... Elle définit aussi différentes architectures. On représente souvent ça très centralisé. J'ai ma base de données qui est au milieu. Non, en fait, ça permet aussi de faire des architectures distribuées, fédérées, qui vont être intéressantes. Si j'ai une grosse collectivité, si j'ai plusieurs collectivités qui veulent partager toute ou partie des données entre elles. Donc c'est donné dans la spécification.
Et donc typiquement, une fois que ces valeurs arrivent dans le cœur de données, ça va alimenter mon graphe de connaissances ici, et si tant est que j'ai des applications qui soient à même de les consommer, ici, le capteur que j'ai mis là, il va atterrir directement dans l'application que j'ai faite pour mon jardinier, qui est alimenté par des algos, tout ça, pour aller piloter l'irrigation. Alors, toutes ces spécifications, parce que c'est vrai que j'ai dit, pour être interopérable, il faut une spécification commune et partagée. On peut très bien se mettre d'accord et dire, on prend la spécification de Microsoft. Ils ont des spécifications qui existent. Pourquoi pas? Ou vous pouvez dire, on va faire notre spécification. C'est aussi une possibilité, et demander à tous vos fournisseurs de la suivre. La difficulté, c'est effectivement, dès qu'on va avoir un seul organisme qui va faire sa spécification, on va être dans un modèle fermé. Il va pouvoir la faire évoluer comme il l'entend. Vous n'aurez pas le contrôle dessus. Sur une spécification qui est faite par un organisme type ETSI, c'est du mode ouvert, c'est du consensus. C'est-à-dire que même moi, en tant que président du comité, je ne peux pas aller dire, tiens, on va faire tel changement dans l'aspect. Non, je peux venir en disant, tiens, on a tel cas d'usage, on voudrait faire évoluer l'aspect, intégrer ça dedans, faire tel changement. On en parle. Généralement, sur les cœurs de données, donc EGM, on développe un de ces cœurs de données, mais il y en a deux autres, au moins open source en Europe. Et j'étais avec des Indiens et des Coréens il y a 2 semaines qui ont aussi leur cœur de données. Et on discute ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une compétition extrêmement forte. Il y a forcément un peu de compétition, mais il y a aussi de la discussion. Et donc, toutes les semaines, tous les développeurs de ces cœurs de données, en fait, on est en discussion ensemble pour faire évoluer cette spec en fonction des besoins, des remontées qu'on a des différents clients. Et ce n'est pas qu'une spécification. À l'ETSI, ils sont aussi très avancés sur la partie test. Et donc, en parallèle de la spécification, sont développés des suites de tests de conformité, donc vérifier que mon implémentation est bien conforme à la spécification, et des tests d'interopérabilité, où là, on va commencer à jouer des scénarios plus complexes entre brokers, et typiquement, c'est là, c'est sûrement pas très lisible, de façon pas très intéressant, mais là, c'est il y a 2 semaines, notre broker qui était connecté à un broker coréen et un broker allemand, et on a joué différents scénarios de fédération, comment un cœur de données peut alimenter d'autres cœurs, et ainsi de suite. Et à chaque fois, ça permet de vérifier. Alors là, j'ai mis volontairement un beau screenshot tout vert. C'est rarement tout vert. On va trouver des problèmes, effectivement, dans l'implémentation, mais aussi dans les tests et dans la spécification. Et donc, ces événements de tests, ici par l'ETSI, c'est très, très important pour améliorer la qualité de l'ensemble, que ce soit de l'implémentation ou de la spécification. Et derrière, ce qui peut vous intéresser, c'est aussi une démarche où on commence à regarder pour aller vers de la certification d'implémentation, parce qu'effectivement, c'est bien de dire « je suis conforme à NGSALD », à un moment donné, c'est bien de pouvoir le prouver aussi. Et donc, des schémas de certification qui sont en train de se mettre en place aussi au niveau international sur ces aspects. En synthèse, donc l'interopérabilité, c'est quelles données, mais surtout pour quelles applications. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à réfléchir à vos différentes couches, organiser celles-ci ensemble. C'est s'appuyer sur des standards ouverts et surtout partager dans votre communauté. C'est-à-dire avec qui vous allez travailler au quotidien, avec qui vous voulez échanger. Je pense qu'effectivement, là, dans la salle, c'est un beau panel de gens qui partagent les mêmes problématiques. Donc, c'est vous aligner, vous mettre d'accord sur un modèle partagé qui, derrière, vont vous permettre d'aller plus loin que juste dire tiens, j'ai fait tel cas d'usage éclairage, j'ai fait tel cas d'usage. On peut partager vraiment ces modèles de données et aller plus loin ce partage de cas d'usage. Et ça, c'est mon dernier appel, effectivement, d'avancer ensemble et de partager les modèles de données que vous pourrez réaliser sur vos différents cas d'usage. Et c'est tout pour moi.